Je vais démarrer la séance. Monsieur le maire était cet après-midi à Lyon pour l'audience du tribunal de commerce et il est en route pour nous rejoindre. Donc on va démarrer sans lui. Et je vous propose de faire l'appel. Donc, Monsieur Ferrari arrivera plus tard. Monsieur Toscano. Présent. Madame Emreveoff. Présente. Monsieur Nafosi. Présent. Madame Grand. Présent. Monsieur Boukersi. Présent. Madame Benyeloul. Présent. Monsieur Bonnet. Présent. Madame Laïb. Présent. Madame Chemry. Présent. Monsieur Alphonse. Monsieur Rotolo. Présent. Monsieur Solaire. Présent. Monsieur Vital donne pouvoir à Monsieur Nafosi. Madame Panagopoulos. Madame Rodriguez. Madame Bonnet arrivera probablement plus tard, mais pour le moment, elle donne pouvoir à Madame Emriveoff. Madame Gomez-Viegas. Madame Bousboa. Madame Tardivet donne pouvoir à Madame Panagopoulos. Monsieur Sétine. Madame Yakou. Monsieur Langlais. Monsieur Besançon. Monsieur Dridi. Monsieur Dussart. Monsieur B. Monsieur Bernardo. Madame Bernardo, pardon. Désolée. Monsieur. Pas encore. Monsieur Arrête donne pouvoir à Monsieur Toscano. Monsieur Durand. Madame Solaire. Monsieur Simian. Et Monsieur Baudon. Le quorum est atteint. Merci. L'appel étant fait, je vais vous rappeler quelques petites instructions. Je rappelle que la séance est ouverte au public, que les débats sont également accessibles en direct sur la page Facebook et sur YouTube. Il est proposé de désigner M. Maxime Nafosi comme secrétaire de séance. S'il n'y a pas d'autre secrétaire de séance. Maxime Nafosi. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 février 2025. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Des précisions depuis la réunion des présidents de groupe. Les représentants de l'Agora qui devaient intervenir en début de conseil municipal seront finalement présents lors de la prochaine séance du conseil, n'ayant pas pu se rendre disponibles pour cette séance. Nous les accueillerons donc au mois de juin prochain. Je voudrais vous dire aussi que la délibération 1 qui doit être présentée par monsieur le maire sera présentée en fin de conseil, que la délibération numéro 23 portant sur l'adhésion d'un groupement d'employeurs est reportée au conseil municipal prochain, que nous n'avons pas reçu de nouvelles demandes de mise en débat et que la liste arrêtée en conférence des présidents de groupe vous a été remise sur table et je vous la rappelle, seront donc mises en débat les délibérations 1, 2, 3, 17, 21 et 24. S'agissant des débats sur le compte administratif et le compte de gestion en particulier, les délibérations 12 et 13, mises en débat, comme convenu en président de groupe, une présentation générale des éléments financiers sera faite avant la délibération 10 par Maxime Nafosi et nous adopterons ensuite l'ensemble des délibérations selon les formes prévues par la réglementation. Je vous propose donc de passer à l'ordre du jour du conseil municipal et donc la délibération 1 étant en fin de conseil, je démarre. Oui, je vous en prie. On vous les apporte. Je vous répète. 1, 2, 3, 17, 21 et 24. 1, 2, 3, 17, 21 et 24. Donc la délibération 2, qui a pour objet l'avis communal sur les demandes d'enregistrement d'ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, des sociétés Caron et GCIA, en vue d'installer une plateforme de transit, tri et recyclage de produits minéraux inertes sur le territoire. Donc cette délibération recouvre en réalité bien plus que l'installation des carriers et Caron et GCIA sur le territoire de la commune, et c'est à signaler sur un terrain classé AU urbanisé. Sur ce point, la commune proposera de donner un avis favorable, mais il s'agit en réalité de l'aboutissement d'un dossier ouvert il y a 12 ans. Et à ce moment, les maires courageux de Saint-Égrève et du Fontanil proposent un terrain qui pourrait accueillir
l'aire de grand passage des gens du voyage. Cette aire de grand passage des gens du voyage qui fait défaut dans l'agglomération grenobloise. Seulement, il fallait trouver un terrain de remplacement. La métropole a donc lancé un appel aux 49 communes aux 49 communes membres de l'agglomération. Et la seule ville de Pont-de-Claix a fait une proposition, celle qui est l'objet de la délibération de ce soir, et dont la métropole a fait l'acquisition. Je voudrais rappeler que ce site était occupé illégalement par un autre carrier et qu'il a fallu plusieurs décisions de justice pour le libérer. Il est aussi utile de rappeler sur ce dossier que la ville de Pont-de-Claix n'a pu compter que sur elle-même, ou plutôt sur détermination des communes de Saint-Égrève et du Fontanil, et sur l'appui, bien sûr, de la métropole. Sur ce dossier, beaucoup se sont exprimés, notamment en conseil métropolitain, mais aussi dans les diverses commissions qui étaient en charge de ce dossier. Et beaucoup se sont exprimés, notamment les élus grenoblois, mais ils n'ont jamais proposé de solution. Il n'y a que Pont-de-Claix qui a cherché à proposer une solution. Les élus grenoblois, et on peut le regretter, ont souvent critiqué, sans jamais faire de proposition. Donc, comme le disait Laurent Fabius, il a les diseux et les faiseux, et sur ce dossier, nous faisons partie des faiseux. Je vais mettre aux voix cette délibération, à moins qu'il y ait bien sûr des demandes de précision ou des questions. Monsieur Durand. Oui, merci. J'avais trois petites questions. Il n'y a pas de coût de location de terrain, c'est mis à disposition gratuitement. C'est une interrogation. Pour rappel, on a eu un souci sur la question de la voirie qui accède. Donc, est-ce que la voirie va être remise en état parce qu'elle est pas en mauvais état, mais parce qu'il va y avoir un nombre de camions important, sachant que, dernier point, on avait soulevé plusieurs fois la situation de ce coin-là où les camions passent sur le pont qui est sur le canal et ils ont interdiction. Donc, il y a besoin un minimum de rappeler à ceux qui vont s'installer. Et après, en nombre de camions, ça fait combien de camions qui vont circuler à peu près? Donc, le coût, la voirie, parce que la voirie, de l'autre côté, elle débouche sur Échirolles, elle est fermée. Elle pourrait aussi déboucher sur Échirolles. Mais bon, il y a eu un litige à ce moment-là avec les carriers et puis avec le SDIS sur l'utilisation de cette voirie. Merci. Oui, la voirie va être refaite et renforcée. Ça, c'est la métropole qui va s'en occuper. Le fait que les camions circulent, on en a bien conscience. C'est écrit dans les délibérations, des contrôles seront faits et on va demander aux deux sociétés d'adapter leur comportement en sachant que celle qui était jusqu'à présent et qui faisait quelquefois passer ces camions était sur un terrain de façon illégale. Sur ce terrain de façon illégale. Donc, on ne peut pas être étonné d'un comportement aussi qui n'était pas approprié, puisque quand on occupe déjà de façon illégale, il est difficile de leur faire appliquer les règles. Donc voilà, ça c'est quelque chose que la métropole va suivre et la ville de Pont-de-Claix également. Pour le coup, je n'ai pas la réponse. On vous donnera la réponse. Je ne sais pas si le coût de location du terrain, je ne l'ai pas cette réponse. Donc, on vous la donnera. D'autres remarques? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération 3, c'est là également une délibération qui dépasse le cadre de l'intitulé, puisque l'autorisation donnée à monsieur le maire pour acquérir le droit au bail du commerce Tacos King situé au centre commercial Arc-en-Ciel. L'intitulé permet d'expliquer la stratégie de la municipalité suite à la concertation qui a été menée sur ce secteur. Un diagnostic a été mené.
Le constat est qu'une fréquentation des commerces existants, mais un dysfonctionnement du lieu, certains habitants l'attribuent à la configuration peu ouverte de l'ensemble immobilier, une forte demande pour des services médicaux de proximité, notamment de médecins généralistes, le rôle précieux du commerce de proximité, notamment pour les personnes âgées, et l'enjeu de concilier le maintien du commerce de proximité avec les faibles revenus des habitants. Ça, c'est ce qui était remonté de la concertation. Le projet de la ville est d'aller vers un pôle de services dédiés à la santé et à la petite enfance sur ce lieu et de proposer la création d'une offre commerciale localisée sur l'étendement de l'ancien collège. On en a parlé lors du dernier conseil municipal. Pour ce faire, la collectivité, par le biais de l'EPFL, a fait des études et sur des opportunités d'acquisition de locaux commerciaux et de droits au bail mis en vente par les propriétaires. Aujourd'hui, la puissance publique a ainsi racheté plusieurs locaux commerciaux sur ce site des Arcs-en-Ciel et il est proposé par cette délibération, l'opportunité s'est présentée, d'étudier l'offre d'achat du fonds de commerce de la société Tacos King qui envisageait de mettre son activité de restauration en gérance. Donc, il est proposé par cette délibération de racheter au prix de 82 000 € le droit au bail avec le gérant. Voilà. Pour cette délibération, je mets oui, la parole, monsieur B. Oui, bonjour. Concernant le tacos, c'est pas sur la délibération en elle-même, mais oui. Pendant tout le mois de mars, il a ouvert jusqu'à 3 h du matin. On a posé la question, on vous a posé la question pour savoir si c'était légal ou pas, et on n'a pas eu la réponse. Donc, et ça pose la question aussi de la maîtrise des horaires d'ouverture des commerces sur la ville. Oui. Alors, suite à l'interpellation que vous nous aviez faite, on s'est renseigné, la commune s'est renseignée, il n'y a pas d'arrêté préfectoral aujourd'hui qui réglemente l'ouverture des commerces qui ne vendent pas d'alcool. Donc, nous sommes en cours d'élaboration d'un arrêté municipal. Il n'y a pas d'arrêté préfectoral, mais il y aura un arrêté municipal. Nous devons toutefois vérifier qu'il ne viendrait pas pénaliser l'activité d'autres commerces pour permettre aux forces de l'ordre d'agir à l'avenir. Mais voilà, on va fixer une heure de fermeture pour plus que ça se reproduise. Aujourd'hui, on pouvait s'appuyer sur aucun arrêté pour demander de fermer plus tôt. Ok. Merci. Je vous en prie. Donc, pas d'autres questions. Je mets aux voix, y a-t-il des abstentions? Non. Des votes contre? Adopté. Je vous remercie. Nous passons à la délibération 4. Ah non, celle-là, elle n'est pas... Désolé, je filais comme... Donc là, 12... Oui. La 4, je la mets aux voix. Désolé, j'ai pas l'habitude. Hein. Tout nouveau pour moi. Je mets aux voix la délibération 4. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté. La délibération 4. Autorisation donnée à monsieur le premier adjoint 2. Mais la 5, ben, c'est tout. Voilà. Autorisation donnée à monsieur le maire de signer l'avenant numéro 3 de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour le pôle service public de Jean Moulin. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté. Merci. Délibération numéro 6, opération Les Pionnières. Compensation financière allouée à la société dauphinoise pour l'habitat et principe de rétrocession foncière. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté. Merci. La délibération 7, autorisation donnée à monsieur le maire de déposer une déclaration préalable de travaux pour relocaliser les cabanons qui sont installés dans la cour de l'ancien collège des Îles de Mars sur le nouveau site des jardins familiaux le long du canal EDF et à signer la nouvelle convention d'occupation de la propriété d'EDF relative à la mise en place de ces jardins familiaux. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté, je vous remercie. Délibération 8. Autorisation donnée à monsieur le maire de procéder à la vente du bien situé 19 terre avenue Charles de Gaulle au profit
de Monsieur Stéphane Lopez, c'était le legs de Monsieur Pesanti. Pour précision, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté. Délibération numéro 9. Adhésion à l'option gestion des recrutements au dos du site PI. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté. Numéro 2, délibération numéro 10, et je donne la parole à Maxime Nymphosi. Bonsoir à tous. Donc on a effectivement convenu de faire au global la 10, la 11 et la 12. Vous avez été destinataire notamment après la commission de l'ensemble des annexes liées au compte de gestion. Vous rappelez que le compte administratif et le compte de gestion viennent clôturer l'exercice budgétaire de l'année précédente, en l'occurrence l'année 2024, et que l'évolution et en tout cas les comparaisons budgétaires se font entre l'année 2024 et l'année 2023. Sur cette présentation, vous rappelez que le compte de gestion est un document juridique réalisé par la trésorerie, donc le percepteur, qui a en charge notamment de contrôler le budget de la collectivité et également d'assurer l'ensemble des mandats et des titres pour la collectivité, puisque la ville ne gère pas en direct les virements à l'ensemble des entreprises ou des prestataires ou des agents, excepté le fait d'avoir quelques régies, notamment pour certains services publics. Le compte de gestion et le compte administratif sont des documents qui sont concordants budgétairement. Donc, vous retrouverez les mêmes sommes. Et sur le compte administratif, il vous est aussi proposé d'intégrer les résultats 2024, à savoir un excédent de la section de fonctionnement de 2 686 751 € et 6 centimes et un excédent de la section d'investissement de 341 817,53 centimes. Donc un résultat positif excédentaire de 3 28 568 € et 59 centimes qui évolue de plus de 500 000 € par rapport au CA 2023. Je vais notamment revenir sur quelques éléments de ce compte administratif qui a largement été évoqué en commission finance et notamment qui a été... tout est retranscrit notamment dans le document qui vous est fourni. Et je tiens notamment à saluer le travail qui est fait par l'administration pour qu'on ait le maximum d'informations sur ce budget. Vous rappelez peut-être quelques éléments de démarche qu'on s'était fixé au moment de la préparation du budget 2024, à savoir un objectif de viser un taux d'épargne sur le long terme qui avoisine les 15% et d'avoir une maîtrise et de fixer une capacité de désendettement à 12 années. On verra que c'est positif et si on fait un petit lien notamment avec la semaine olympique, on pourrait dire qu'aujourd'hui on est dans les temps. Il y a donc une nette amélioration de la situation financière au regard de ce que je vais vous présenter. Donc à partir de quoi la situation s'explique? Une stabilisation de la masse salariale, près de 63% du budget, sur le budget de fonctionnement. Donc il y avait un enjeu pour nous de maîtriser cette masse salariale. Vous savez, constitue un élément important du budget, près de 15 millions d'euros. Donc on a pu intégrer des évolutions des besoins de recrutement, des périmètres de services, d'adapter aussi la commande politique, d'engager des remplacements de départ à la retraite, mais aussi de se questionner sur le périmètre du service public par rapport à la commande que nous avons faite. Donc voilà, on a pu aussi intégrer des mesures statutaires qui étaient moindres qu'en 2023. Je vous rappelle notamment la revalorisation du point d'indice, des mesures statutaires en direction des agents. Cette amélioration s'explique aussi par le dynamisme des recettes fiscales, notamment sur les locaux industriels. Donc vous avez quelques éléments exceptionnels qui sont importants dans ce compte administratif 2024 en matière de recettes. On a encaissé des rôles supplémentaires de fiscalité pour 133 000 €. C'est notamment lié à la fiscalité industrielle, je disais, sur Becton Dickinson. L'encaissement du legs Pesanti pour 124 000 €. Il y avait notamment un appartement qui a été cédé à la ville. Un encaissement des subventions de la CAF pour les travaux
pôle de service public, donc pour 70 000 euros en fonctionnement. 52 000 euros de produits de cession. En dépenses, on a le solde du contentieux avec EDF, qui nous permet de réduire nos dépenses de 150 000 euros par rapport à l'exercice 2023. Et un encaissement d'une subvention de 300 000 euros qui vient minorer la subvention que la ville devait verser au CCS. On avait pris une décision modificative pour verser une subvention de 200 000 euros et l'État, l'ARS notamment, a financé l'EHPAD à hauteur de 300 000 euros. Quelques points de vigilance. Le poids financier de l'EHPAD qui est de plus en plus difficilement soutenable malgré la volonté de la ville de pouvoir accompagner la politique personnes âgées. On est déjà revenu ici même sur le projet de futur EHPAD et la manière dont on accompagne ce public. Une maîtrise du plan pluriannuel d'investissement. On reviendra sur les investissements. On a un niveau de report aussi qui est important cette année. On a pu notamment financer, je vous donne quelques réalisations importantes, sur la concession des minotiers, près d'1,1 million. Sur l'avenue de Maquis de Loisan, la réfection des espaces publics et notamment proximité de la chrono-vélo pour 134 000 euros. La poursuite de l'éclairage, la mutation de l'éclairage public pour 500 000 euros. La phase sur la vidéoprotection pour 150 000 euros. La reconstruction du PSP pour 429 000 euros. Et encore un plan lié notamment à l'accessibilité de nos équipements pour 314 000 euros. On a notamment l'ascenseur sur l'école maternelle Île-de-Mars. Quelques enjeux. On a une baisse de nos recettes liées notamment au droit de mutation, qui diminue de 14% par rapport à 2023. On a encaissé 240 000 euros. Donc ça, c'est lié notamment à la contraction du marché immobilier. On l'avait déjà évoqué. Les recettes qui sont essentiellement perçues par le département, même si sur l'année 2025, on peut constater une légère amélioration. On a toujours une pérennité de la compensation sur l'exonération des bases des locaux industriels pour 4 millions d'euros qu'on retrouve sous forme de dotation. Un point de vigilance sur la pérennité des recettes fiscales, notamment sur Vancorex, qui contribue à construire de l'épargne, puisqu'on a des recettes qui sont importantes, mais on est aussi soumis à l'évolution de ce site dans les points de vigilance. On a toujours une stabilité de la dotation de solidarité communautaire et de l'attribution de compensation qui représente plus de 10 500 000 euros. Donc voilà, on verra au mandat prochain ce qu'il en est du pacte fiscal et financier. Rappelez que ce n'est pas évoqué dans la note, mais que sur le chapitre 14, nous sommes toujours contributeurs de l'État pour 243 000 euros au titre des prélèvements et 100 000 euros au titre du fonds de péréquation intercommunale. Donc on est identifié comme une population ayant des ressources importantes et donc on est amené justement à jouer un rôle de solidarité à la fois envers l'État et à la fois envers d'autres collectivités. Je rappelle qu'on l'avait évoqué l'an dernier, c'est près de 15 millions d'euros cumulés de pertes de la ville depuis maintenant plusieurs années, donc autant d'argent en moins pour porter le service public. Sur les recettes de fonctionnement, on a une stabilité des produits de cession, des produits de service, pardon. Là, en l'occurrence, on retrouve dedans la cantine, Flottibule, la crèche, les crèches. La dotation de solidarité urbaine progresse de 50 000 euros par rapport à 2023. Elle est notamment liée à la construction de logements sociaux et à l'indicateur de revenus par habitant. Et la caisse d'allocation familiale reste notre premier financeur en fonctionnement pour 1,5 million d'euros. Sur les dépenses de fonctionnement, il y a une régularisation sur l'éclairage public qui est terminée. On avait notamment eu pas mal de factures en 2023, qui n'est plus le cas. Donc on a pu réduire notre poste, notamment de dépenses courantes, de près de 500 000 euros. Et sur les dépenses d'investissement, 6,6 millions d'euros de mandatés et 5,2 millions d'euros de report. Donc c'est une somme qui est importante. Donc on a un enjeu avec les collègues aussi de maîtriser attentivement cette section-là et de bien identifier le niveau d'investissement qu'on pourrait réaliser sur un exercice et réduire notamment ce niveau de report. Donc voilà, on travaille aussi à ça.
Les reports sont dus essentiellement à un ralentissement aussi des réalisations qu'on pouvait avoir. Je pense notamment sur les retards sur des travaux, etc., qui fait que ce qui avait été budgété, finalement, est reporté sur l'exercice 2025. Voilà sur ce compte administratif 2024. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Monsieur Durand. Quelques précisions et interrogations sur le dossier, le document. À la page 5, quand on parle de redevances de locaux, je me suis interrogé sur la question des locaux de la métro, là, assainissement et services des eaux, si aujourd'hui ils ont racheté ou ils sont en location. Donc c'est une première interrogation. Alors je ne sais pas si j'en ai 4 ou 5 dessus. Je les décline toutes et puis après on voit pour les réponses au fur et à mesure. Vous posez toutes les questions? J'entends pas tout non plus. Je disais pour les locaux de la métro, est-ce qu'ils sont aujourd'hui en location ou on a vendu les locaux à la métro, notamment la régie assainissement et le service des eaux. Sur la page 15, une interrogation sur la redevance de l'énergie hydraulique qui démarque au CA de 2023. Donc il n'y avait rien avant, donc c'est une interrogation. Pourquoi ça démarre si tard? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Donc, après, sur la page 20, le compte 61 358, on parle de autres, mais bon, c'est quand même une somme relativement importante. 46 000 euros dans autres, qu'est-ce qu'on y met? Page combien? Page 20, le 61 358. Et sur la page 20, je me suis posé la question, où est-ce qu'on trouvait dans l'ensemble du document la location du bistrot de Léo? Sur la page 22, pareil, on retrouve le compte 65 615 221 et on retrouve le compte autre pour 44 699 euros. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le compte autre? Parce que ça fait des sommes, par rapport aux autres sommes, ça fait une somme globalement très importante. Sur la page 23, ressources humaines, on n'a rien en 2023 et en 2024, on passe à 16 320 euros, alors qu'on était dans les années précédentes autour de 1000, 2000 ou 5000 euros. Qu'est-ce qui a généré cette augmentation? Sur la page 25, compte formation 65 315 formation, on avait budgété 28 000 euros et on a dépensé que 1160 euros. C'est quoi la raison particulière? Et sur la page 27, simplement, depuis 2000, on peut constater qu'il y a une baisse régulière des subventions aux associations. C'est des choses qu'on pointe régulièrement. Et on est passé de 216 000 en 2020, aujourd'hui à 191 000. Donc c'est une remarque sur des choses qu'on avait déjà pointées. Après, pour terminer, deux choses. Je rappelle qu'on s'était abstenu sur le budget 2024 pour notre groupe, ayant quelques questionnements sur une pièce qui avait été présentée sur les évolutions d'effectifs. Donc, on n'a pas été convaincu par l'ensemble des arguments. Donc, simplement, on s'abstiendra sur les délibérations de 10 à 15, oui. Et dernier point, sur la dernière page 33, on parle de choses intéressantes sur les questions de la métropole. J'ai pas trouvé, ou peut-être c'est pas libellé comme ça, comment on prend en compte l'entretien à la gare Étoile, l'entretien de la nouvelle passerelle et puis de la gare Étoile, donc la gare tram, hein, je parle pas de la nouvelle gare. Et tous les espaces autour de Cosmocité, où est-ce qu'on retrouve ce budget qui est pris en compte par la métro et où est-ce qu'on le retrouve? Si j'ai peut-être mal lu, mais j'ai pas trouvé cet élément-là. Voilà les quelques remarques. Alors, pour précision, en commission, on a eu le document tardivement, donc c'était un peu compliqué d'étudier le document en l'ayant la veille pour le lendemain. Donc
Il y a des remarques que j'aurais pu faire en commission. Voilà, c'est simplement. Maxime Nafosi, je ne sais pas si toutes les réponses comme ça. Non, je ne vais pas vous répondre à tout parce que je n'ai pas tous ces éléments très techniques que vous demandez. Effectivement, vous avez eu le support quelques jours avant. Néanmoins, il y a une réunion des présidents de groupe. Vous aurez eu le mérite de poser ces questions au moment de la présidence de groupe. J'aurais pu vous donner les réponses ce soir ou quelques jours après. Donc, on vous fera parvenir toutes les réponses à vos questions. Sur la métropole, les locaux métro, il y a une convention d'occupation avec refacturation, normalement. Donc ça, on va vous confirmer si c'est bien cela. Mais voilà. Oui, c'est ça. C'est ça ? C'est ça. Oui. C'est bien ça. Sur l'entretien, passerelle, Cosmocité, c'est bien la métropole qui assure notamment l'entretien de cela. Il y avait une convention notamment d'entretien abri voyageurs avec le SMAG qui est plus d'actualité depuis 1 an, 2 ans, 1 an. Je sais que le SMAG travaille une nouvelle fois avec les communes pour faire en sorte qu'on puisse revoir aussi ça, parce qu'il y a des questions des communes sur le sujet. Pour tous les chapitres budgétaires, je ne vous répondrai pas parce que je n'ai pas la réponse. Et par contre, pour les subventions aux assos, là, je connais un peu plus le sujet. Pour vous rappeler qu'effectivement, il y a une évolution dans les attributions, mais je vais vous faire la même réponse que je vous fais depuis 5 ans. Après, si elle ne vous convient pas, tant pis. C'est que l'enveloppe budgétaire au global est toujours la même. Ici, régulièrement, on nous taxe de gabegie, d'utiliser de manière... de ne pas utiliser de la bonne façon l'argent public. Donc, en fait, on a une enveloppe globale et après, tout au long de l'année, on attribue en fonction des réels besoins des associations. Donc, il y a des années où, en fait, les associations, elles ont peut-être moins de besoins, elles nous sollicitent pour moins de besoins et en l'occurrence, on attribue moins. Je ne crois pas que l'efficacité, elle se mesure à celui qui attribue le plus d'argent à telle ou autre association. On essaie de travailler main dans la main avec les clubs, de bien analyser le budget de chaque association et de les accompagner à la hauteur qu'ils le doivent. Et parfois, il y a moins de projets, il y a moins de licenciés, il y a plus d'adhérents à une autre association. Et c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Toujours est-il qu'on se conserve un matelas tout au long de l'année et les règles, elles sont claires avec les associations. C'est que dès lors qu'elles ont un besoin en cours d'année, la ville est en capacité de pouvoir les accompagner. C'est le cas parfois, c'est pas forcément le cas tout le temps. Et c'est comme ça qu'on agit. Et voilà, on n'a pas de plainte d'associations qui nous disent vous nous avez donné pas assez d'argent, etc., etc. Voilà. Merci pour ces réponses. Y a-t-il d'autres interventions? Oui. Je vais en profiter qu'on parlait de la passerelle qui mène à l'Étoile. Si on pouvait faire remonter à qui de droit la Salée l'hiver, quand ça glisse, ça pourrait être sympa. Parce que étant donné que les ascenseurs sont souvent en panne, c'est une véritable patinoire. Et vous parliez aussi éclairage. Vous signalez que j'ai vu qu'il y avait un éclairage qui avait été installé sur les extérieurs de l'école élémentaire Île-de-Mars et qu'il est souvent allumé tout le week-end. Donc, je pense que c'est pas normal. Donc, voilà. C'était juste pour ça. C'est noté. Merci. Pas d'autres interventions? Si, Julien Dussart. Oui, merci, bonsoir. Pas de déclaration sur la libération, parce qu'on fait notre déclaration lors du DOB et puis après pour le vote du budget. Simplement pour dire que notre groupe s'abstient sur la libération de 10 à 15. Merci. Du coup, pour M. Durand, les réponses aux questions très techniques vous seront fournies très rapidement. Voilà. Oui, vous avez écrit. Très bien. Donc, je mets malgré tout aux voix, même si vous avez annoncé votre intention de vote, abstention pour 5 abstentions. Délibération numéro 11, Maxime Nafosi. La 11, c'est 11 ? Ok. Il manque la régie de transport, c'est ça ? C'est la 11 ?
Oui, c'est Très bien. toutes les Ok. les Donc là, questions on fait financières. Le sont- compte administratif pour la régie de transport avec le compte de gestion et l'affectation des résultats. Donc, rapidement, vous savez qu'on est une régie de transport qui permet notamment d'assurer les missions de transport scolaire, du transport notamment du délégataire Alpha 3A pour les enfants. Et donc, vous avez des résultats de fonctionnement de 7599,30 € et un besoin de la section d'investissement de 52 636,84. Donc, vous avez un résultat cumulé de 60 236,14. Donc, ces montants sont affectés à la section de fonctionnement et à la section d'investissement. En 2024, qu'est-ce qu'on a eu comme élément important? Une régie de transport qui a fonctionné avec un seul bus. On avait dit qu'on avait renouvelé notre bus, on a changé. Des recettes qui sont constituées à 96% de la subvention de la ville, qui a diminué d'année en année. On était à 170 000 € en 2022 et nous sommes à 122 000 € en 2024. Ça s'explique notamment par des efforts de rationalisation dans l'utilisation de la régie. Je disais tout à l'heure, des trajets qui étaient effectués en bus à l'intérieur de la ville pour les écoles qui se font maintenant plutôt à pied ou par l'aide de MTAG, et la baisse du recours aux prestataires extérieurs qu'on sollicite ponctuellement, notamment pour des trajets dans l'agglomération. L'autre recette étant la refacturation Alpha 3A de 4 500 €. Et vous avez notamment après, en investissement, l'amortissement lié notamment à l'achat du bus pour 26 000 € et un fonds de compensation de TVA suite à l'acquisition de ce bus pour 43 000 €. On a mis 4 000 € qui ont été nécessaires en investissement pour la réparation d'un pare-brise. Et vous avez après l'ensemble des dépenses d'investissement qui concernent essentiellement le remboursement de l'emprunt. Voilà, c'est une petite régie. On verra si on conserve cette régie dans les années futures où elle est intégrée au budget de la ville. Voilà pour ces éléments sur le compte administratif, compte de gestion et affectation des résultats de la régie de transport. Très bien. Donc, je mettrai aux voix toutes les délibes concernant les finances. La 12, adoption du compte administratif pour l'exercice 2024, budget principal de la ville. Maxime Nafosi. J'ai présenté tout. Tu as tout présenté. Ouais. Donc, je reprends. La 10, adoption du compte de gestion pour l'exercice 2024, budget ville principal. 5 abstentions, je remets aux voix, c'est ça, et le reste adopté. 11, adoption du compte de gestion pour l'exercice 2024, budget annexe de la régie de transport. 5 abstentions, je les vois donc adopté. La 12, adoption du compte administratif pour l'exercice 2024, budget principal de la ville. Le maire doit sortir. Je mets aux voix 5 abstentions, c'est ça. Adopté. La 13, adoption du compte administratif pour l'exercice 2024, budget annexe de la régie des transports. Je mets aux voix 5 abstentions. Adopté. La 14, affectation du résultat 2024 du budget principal de la ville. Je mets aux voix 5 abstentions. Adopté. Et la 15, affectation du résultat 2024 du budget annexe de la régie de transport. Je mets aux voix 5 abstentions. Adopté. Merci. La 17, autorisation donnée à monsieur le maire de déposer une déclaration. 16, pardon, on va y arriver. La 16, et je laisse la place. Attribution d'une subvention au Football Club de Pont-de-Claix pour son projet de stage co-animé par le futsal. Je mets aux voix. Je finis, je mets aux voix. Des abstentions, des votes contre. Adopté, merci. C'est la 17. La 17.
Merci beaucoup. Non, non, mais ça va aller. Pardon, ça c'est à moi. Merci beaucoup, monsieur le premier adjoint. Désolé pour mon retard, puisque j'étais à Lyon avec au tribunal de commerce, dans le cadre de l'audience pour Vancorex. Et nous reviendrons évidemment sur ce sujet-là immédiatement. Merci au premier adjoint, merci à vous pour d'avoir évidemment tenu cette séance et d'avoir eu les débats riches sur le compte administratif notamment. Merci. Donc nous sommes à la délibération 17 qui est mise en débat. Il s'agit d'autoriser le maire à déposer une déclaration préalable de travaux et une autorisation de travaux pour le projet d'installation de centrales photovoltaïques sur la toiture de l'école élémentaire Île-de-Mars et sur le réfectoire Jean Moulin. Je laisse la parole à Mebrock Boukersi. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Donc, pour rappel, l'installation de panneaux photovoltaïques faisait partie de nos propositions de stratégie du mandat. C'était la proposition 82 pour info. Le projet concerné par la demande d'autorisation de travaux vise l'installation de panneaux photovoltaïques dont la production d'électricité sur 2 bâtiments, celui de l'école élémentaire Île-de-Mars et de la cantine Jean Moulin. Lors de cette étude, au total, 5 bâtiments ont été étudiés et le choix s'est fait sur la base de considérations techniques, l'ensoleillement et la résistance à l'étanchéité des toitures concernées. Les autres bâtiments nécessitaient un petit peu des travaux pour pouvoir installer les postes de photovoltaïque. Ce projet permettra une autoconsommation collective à 100% pour les bâtiments concernés et les bâtiments publics situés dans un rayon de 2 km aux alentours, via un rejet de l'électricité non consommée dans le réseau de ces bâtiments. D'un point de vue financier, le projet est estimé à 200 000 € d'investissement. Pour mémoire, il y avait dans le PPI prévu une somme de 205 000 €, donc on a un reliquat de 5 000 €. Un gain de 25 000 € par an sur nos factures d'électricité, soit quand même 7% de gain. Cela permet un retour d'investissement sur une période d'environ de 12 ans. Donc, à ça, il faut ajouter le coût d'exploitation. Donc, il y a un peu plus de 25 000 € quand même. Pour info, il y a 2 réunions publiques seront tenues au mois de mai, normalement les 2 premières quinzaines de mai, pour informer la population et les usagers de ces bâtiments pour l'installation de ce projet. Donc, par cette délibération, il vous est demandé d'autoriser le maire à procéder à l'autorisation de ces travaux pour l'installation de ces panneaux photovoltaïques. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, Madame Soler. Oui, donc si j'ai bien compris, typiquement, je vais prendre le cas des Îles-de-Mars, le bâtiment du département, je ne me trompe pas à côté, pourra bénéficier de l'électricité grâce aux panneaux photovoltaïques sur l'école. Les panneaux photovoltaïques, et ensuite, il y a du plus, et on pourra distribuer l'électricité dans un rayon de 2 km. Merci. D'autres demandes de prise de parole? Non, mais Brock-Boukersi. C'est un petit rajout. Et on ne s'arrêtera sûrement pas là, puisque, comme je vous l'ai dit, il y avait 5 bâtiments qui ont été étudiés, et dans un avenir le plus proche possible, puisque voilà, on pourra aussi équiper d'autres bâtiments, et on reviendra vers vous à ce moment-là. Bien, merci. C'est une délibération importante puisque ça montre, en tout cas, ça met en œuvre la stratégie de production d'énergie renouvelable par la ville en utilisant évidemment les toitures. Oui, Patrick Durand. J'ai une interrogation. Est-ce que ça demande un renforcement du réseau Enedis sur les secteurs concernés? Parce que quand on vient renvoyer de l'électricité sur ces secteurs, le réseau peut être sous-dimensionné. Donc, est-ce qu'il y a besoin de renforcement sur l'ensemble des projets qui sont lancés? Non, le réseau est adapté par rapport à ce qu'on veut mettre. Il n'y a pas de souci. Parfait. On a encore de la marge. Parfait, en tout cas, merci. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération 18. Autorisation donnée au maire de déposer une demande d'autorisation préalable de travaux
et une DP pour des travaux pour la maternelle Saint-Exupéry. Elle n'est pas mise en débat, je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. Pas de mise en débat non plus pour la 19, les conditions de mise à disposition de véhicules de service et de fonction de l'année 2015, l'actualisation 2025, pardon, qui s'oppose, 2, qui s'abstient, 0, adopté. La 20, autorisation donnée au maire de signer un nouveau mandat avec le centre de gestion relatif à une offre sur les mutuelles et les assurances statutaires. Pas de mise en débat. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Merci. La 21, qui est mise en débat. Et je laisse la parole à Dolores Rodriguez pour une autorisation pour augmenter les seuils de participation employeurs aux prévoyances et mutuelles labellisées en fonction du quotient familial. Dolores Rodriguez. Merci, monsieur le maire. Alors, malgré le contexte économique et les attaques faites aux fonctionnaires, tout le monde a en tête les 10% qui vont être taxés sur le revenu brut au premier arrêt maladie. On a travaillé dans le cadre du dialogue social à comment on pourrait, avec nos modestes moyens quand même, limiter la casse pour la participation prévoyance et la participation santé qu'on alimente aujourd'hui. On a vu cette délibération dans le cadre de la protection sociale, on en a déjà parlé. Du coup, on a travaillé dans le cadre du dialogue social et on s'est rendu compte quand même que ce qui était mis en place aujourd'hui, qui était basé sur l'indice majoré, n'était pas non plus ce qui nous semblait le plus juste. Donc c'est pourquoi on vous demande aujourd'hui par cette délibération d'accepter de participer sur la prévoyance et sur la santé sur la base des quotients familiaux des agents. Nous avons travaillé sur les bases et le quotient familial le plus bas, on a estimé que c'était 600, moins de 600, donc du coup ça couvre beaucoup les plus bas salaires et les catégories C. Et on a fait ce travail aussi pour la prévoyance et pour la santé. On a aussi travaillé à rendre un peu plus équitable cette délibération, c'est-à-dire que comme c'est basé sur le quotient familial, on a aussi rajouté des tranches, je sais pas comment ça s'appelle au niveau des impôts, mais si, il me semble que c'est je sais pas comment on appelle, des parts, pardon, voilà, ça me revient, des parts aux agents qui sont seuls, aux agents qui sont seuls avec enfants, et des agents qui ont des enfants handicapés, pour qu'il n'y ait pas de disparité dans les calculs. Du coup, c'est pas une augmentation négligeable, hein, malgré ce qu'on peut penser. On peut pas comparer la participation calculée sur l'indice majoré et aujourd'hui la participation calculée sur le quotient familial, sachant que l'enveloppe, on en avait parlé au moment du budget. On l'a travaillé dans le cadre du dialogue social. Pour vous donner un ordre d'idée, pour les catégories C, prévoyance et santé, ça fait une augmentation de 43 euros par mois. Je vous rappelle que le point d'indice, l'augmentation du point d'indice, de 10 points du point d'indice dont Maxime faisait allusion, ça correspondait à 44 euros de majoration. Du coup, pour les agents, c'est important, tout en sachant que c'est juste une volonté de la ville de le faire aujourd'hui, parce que les négociations obligatoires dans le cadre de la loi de modernisation de M. Macron de 2019 nous obligent à ouvrir des négociations à partir de 2025 avec l'ensemble des organisations syndicales pour arriver à une participation à hauteur de 50%, qui n'est pas la participation de 50% qu'on connaît dans le privé, c'est à hauteur de 50% maximum, avec un seuil minimum de 15 euros. Donc, ça nous permet de commencer à 2, 3 euros, 4 euros au-dessus du seuil,
et les négociations s'ouvriront. Il ne faut pas penser que ce qui nous a été vendu à le privé, le public va participer comme le privé à 50 euros. Non, ces 50 euros, c'est le maximum, avec un seuil minimum de 15 euros pour la santé. Voilà, donc je vous demande de bien vouloir, pour l'intérêt des agents et leur pouvoir d'achat, voter cette délibération. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Adhésion. La délibération 23 est reportée. Et, pardon, la 22 exactement. Autorisation donnée au maire de procéder à la mise en place d'une indemnité forfaitaire annuelle pour les fonctions essentiellement itinérantes, poste entretien et restauration. Pas de mise en débat. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Je vous propose donc de revenir. Et la 24, qui est l'actualisation du tableau des effectifs, qui est effectivement mise en débat. Je laisse là l'adjointe en charge, Dolores. Merci, monsieur le maire. Alors, pour étayer ce tableau des effectifs, vous savez ce qu'est le tableau des effectifs depuis le temps. Ça illustre un peu ce que disait monsieur Durand sur le fait que en 2024, le budget aurait pas été voté par rapport aux suppressions qui étaient présentées. Du coup, on a fait un travail pour mettre à jour le tableau des effectifs dès que possible. Donc, vous avez 5 suppressions de postes, dont 3 sont des postes, le support, le numéro, la chaise au foyer municipal est supprimé. Les agents ont été remplacés. Moi, je vous parle là, par exemple, de l'avant-dernière directrice des services techniques, de la dernière directrice des services techniques. Le poste de catégorie B, le premier, a été remplacé, mais ça a été un départ à la retraite qui a été remplacé. Et le poste de catégorie B des emplois des rédacteurs a été remplacé. Donc nous, on a obligation de supprimer les supports de poste, mais ce n'est pas pour ça qu'on supprime les postes et les missions des agents qui les ont menés. Voilà. Très bien. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Merci infiniment. Je vous propose de revenir à la délibération numéro 1, en m'excusant à nouveau pour mon retard, puisque cette première délibération concerne l'autorisation donnée au maire de solliciter l'admission de la commune à la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, qui s'appelle CIRCE, Coopérative industrielle de relance chimie, électrochimie, isocyanate, et de participer au capital de celle-ci à hauteur de 50 000 euros. La réalité de l'actualité, c'est qu'aujourd'hui, 3 avril, il y avait l'audience du tribunal de commerce de Lyon concernant l'avenir de la société Vancorex, qui a eu lieu suite au report proposé par le tribunal de commerce d'un mois, qui s'était tenu le 3 mars dernier. Le 3 mars dernier avait été reçue à cette occasion une seule offre, celle de la société coopérative, et il n'y avait pas eu d'offre déposée à ce stade par le repreneur du bout de chaîne isocyanate, Tolonate, Borzotchem, société chinoise ayant son centre européen en Hongrie. Donc j'ai été présent à Lyon, aujourd'hui à Lyon, avec évidemment les représentants du personnel, les porteurs de la SIC, mais également le directeur de transition de la SIC, qui est Olivier Six, industriel, directeur PDG de CIC Orion, société située à Champs-sur-Drac et qui a accepté, avec les porteurs de projet, de prendre la direction générale de la société coopérative. Depuis un mois, les salariés, les porteurs de projet ont fait un boulot colossal. Un mois. Un mois pour y voir clair sur les chiffres qui pourtant nous sont présentés depuis plus de 6 mois par Vancorex, son PDG, M. Jean-Luc Béal,
qui ont été ensuite contestés par le même PDG et qui prévoyaient tout simplement un plan de retour à l'équilibre pour la société Vancorex à l'horizon 2031-2032. Il y a 15 jours de cela, à l'occasion d'une audition à l'Assemblée nationale organisée par la députée et présidente de la commission des affaires économiques Aurélie Trouvé, le PDG de Vancorex avait indiqué qu'il n'y aurait pas de retour à l'équilibre pour la société Vancorex. Ce sont ses propos à l'audition devant les députés et ceci avait été quand même une profonde surprise au point que les parlementaires, moi-même, le maire Jarry, nous avons eu une réunion, une visioconférence avec le cabinet du Premier ministre. Et c'est à cette occasion-là que nous avons mesuré que finalement, les bons chiffres, les chiffres du business plan n'avaient toujours pas été partagés dans la réalité. Je trouve que moi, personnellement, c'est un véritable problème dans cette procédure. Il va y avoir des auditions à l'Assemblée nationale bientôt par le député écologiste Benjamin Lucas. Nous verrons qui a menti, qui a dit la vérité et qui a, je dirais, en tout cas, fait perdre beaucoup de temps dans cette affaire. Moi, je voudrais d'abord vous dire que depuis 6 mois, c'est le territoire qui se bouge et ce n'est en aucun cas le gouvernement. Je rappelle qu'aucun ministre n'est venu à ce stade sur le site, comme s'il était facile finalement d'avoir une vision précise depuis Paris, depuis Bercy, et de ne pas même prendre le temps d'échanger avec les acteurs industriels, amont, aval de la filière, les salariés, les élus locaux. Bon, ça c'est quand même un des grands sujets, c'est l'absence de l'État dans cette séquence. La société coopérative, aujourd'hui portée par les salariés, 47 salariés à ce jour. Ils étaient 18 lors du dépôt de la première offre début mars. Il y a aujourd'hui plus de 80 acteurs industriels, économiques qui ont décidé de poser tout simplement leur accord de principe, à la fois de participer évidemment à l'actionnariat. Il y aura plusieurs collèges, les collectivités, les salariés, les industriels. Plus de 80. Il y a des discussions avec des investisseurs étrangers qui sont particulièrement intéressés pour cela. Il y a des discussions encore hier soir à la métropole avec des banques locales et nationales qui ont montré leur vif intérêt à tout simplement accompagner la société coopérative. Aujourd'hui, les conclusions de la société coopérative, c'est que il y a un chemin de retour à l'équilibre de la société Vancorex. Et ce n'est pas simplement les salariés qui le disent, c'est le directeur général, chef d'entreprise. Et il y a une capacité aujourd'hui de sauver 273 postes de travail salariés sur la société, avec la société coopérative. Je rappelle que l'offre chinoise prévoit 54 salariés repris. Donc l'équilibre est enfin trouvé. Le montant financier à atteindre sur 5 ans est de 120 millions. Nous avons obtenu de la part de l'État un engagement qui n'est pas écrit, mais qui a été dit par le directeur de cabinet du Premier ministre, mais aussi par le ministre de l'Industrie, Marie-Noëlle Battistel, à l'occasion d'une audition à l'Assemblée nationale, que 1 euro privé serait accompagné d'1 euro public. Ça veut dire que si il est trouvé la moitié des besoins financiers par le privé, l'État complétera effectivement avec les collectivités qui sont dans le giron public, bien sûr. Aujourd'hui, les besoins financiers sur 5 ans sont estimés à 120 millions. Voilà les besoins. Il faut donc trouver 60 millions d'euros d'argent public, d'argent privé, pour pouvoir permettre le déblocage des 60 millions d'argent public.
tout simplement pour engager la reprise avec un plan tout simplement de grande viabilité. Je le disais tout à l'heure, puisque j'ai eu le plaisir, l'honneur de représenter le territoire à la barre du tribunal, j'indiquais qu'un industriel de l'Est de la France avait dit que, clairement, avait exprimé la viabilité de la filière isocyanate en France aujourd'hui et en Europe, malgré la concurrence chinoise, évidemment, très forte, mais qu'il y avait un avenir et que ceci serait possible. Donc, nous avons été entendus. Nous avons demandé 4 semaines de délai supplémentaire. 4 semaines de délai supplémentaire pour s'assurer du plan de financement de la société coopérative. Voilà. 4 semaines, c'est finalement quoi dans l'histoire industrielle de Pont-de-Claix, de 120 ans d'histoire? C'est cela le sujet. Alors aujourd'hui, évidemment, la société Borzo-de-Kem était présente et a déposé son offre dès lundi soir et est venu évidemment présenter cela. Il y avait tous les créanciers de Vancorex qui étaient là. Tout ceci avec évidemment leur nuée et les avocats de chacune des parties. Alors, il n'y a pas eu de décision du tribunal aujourd'hui. Il y a eu un délibéré qui est attendu le 10 avril, dans une semaine. Voilà, il n'y a donc pas eu il n'a pas été prononcé la liquidation de Vancorex aujourd'hui, 3 avril, mais il a été tout simplement posé un délibéré d'une semaine. Je voudrais, moi, vraiment vous témoigner finalement d'une dynamique incroyable qui s'est passée depuis un mois dans ce territoire, où les salariés, la filière CGT et également les collectivités, de nombreuses collectivités ont donné leur accord, Échirol a délibéré, GR a délibéré, Grenoble a indiqué ce matin son intérêt, évidemment. La région Auvergne-Rhône-Alpes, son président m'a appelé ce matin à 7h30 du matin, Fabrice Pankouk, pour dire là aussi l'intérêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes à être. Des entreprises ont envoyé des lettres d'intention et d'intérêt hier soir, encore très tard, des grandes entreprises nationales. Encore une fois, il y a eu un élan absolument stupéfiant, pour dire les choses très simplement. Une cohésion territoriale comme jamais. Mais évidemment, vous avez compris, d'un côté, vous avez une reprise de 54 salariés, donc socialement catastrophique. Vous avez un projet industriel qui questionne toujours, de la part de l'industriel chinois, celui qui a fait couler Vancorex, pour dire les choses très simplement, et de sa pérennité dans le temps. Mais une société qui a des capitaux et qui a de l'argent. Et puis vous avez d'un autre côté un projet porté par une société coopérative qui serait unique en France, porté par une dynamique territoriale qui dépasse tous les clivages politiques, avec évidemment des salariés impliqués, évidemment les collectivités, évidemment des industriels, des investisseurs potentiels, mais, comme cela a été dit à la barre, avec des conditions suspensives, puisqu'ils n'ont pas sur un compte les 20 millions d'euros qui sont nécessaires là, demain matin, pour 2025, etc. Vous avez donc, et la société coopérative, c'est la meilleure offre sociale, industrielle, environnementale, mais qui n'a pas les moyens financiers. Donc voilà la conclusion à ce stade, telle qu'elle est posée. Les porteurs de projets sont toujours aussi déterminés. Ils sont, je dirais, mobilisés. Ils se sont entourés de bureaux de conseil absolument impressionnants,
dont certains ont décidé de donner un coup de main à titre gracieux, des spécialistes de restructuration des grands groupes industriels. J'ai pu les rencontrer aujourd'hui, ils sont lyonnais et ils croient au projet. Donc voilà, je dirais la conclusion de tout cela, c'est que vous avez une envie, vous avez un territoire totalement mobilisé et vous avez un territoire qui croit à son avenir industriel. Et puis, vous avez d'un autre côté, finalement, une offre bien plus réduite qui, indéniablement, n'assurera pas l'avenir industriel de la plateforme chimique. Donc voilà, moi, ce que je vous propose, c'est évidemment de voter cette délibération. Nous entrerions au capital autour de 50 000 euros. La métropole, demain, votera son entrée au capital à hauteur de 200 000 euros. Des communes avec des décisions variables. Échirolles est à 30 000 euros. Et en fonction des tailles des communes, ont tout simplement montré l'engagement du territoire, quelles que soient les communes. La Matésine a décidé de mettre 15 000 euros. Loisan a déclaré son intérêt, délibérera en ce sens. Le Grésivaudan a également écrit. Voilà, c'est tout un territoire qui... du coup, il nous reste une semaine. En fait, l'avenir de Vancorex se joue là. On a un ministre qui m'a écrit il y a 15 jours, le jour même de l'audition de Vancorex. Je ne sais pas si c'était fait exprès, m'expliquant tout ce qu'il avait fait depuis des mois. C'est comme ça que je le dis. Le courrier fait 1 page et demie. Et indiquant qu'il viendrait après le 3. Après la décision du tribunal. Mais il n'y a pas de décision du tribunal. Donc, je lui dis d'ailleurs, la fenêtre est encore disponible. Il peut venir lundi, il peut même venir dimanche, s'il le souhaite. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, son jour sera le mien, sera le nôtre. Pour qu'il puisse venir là et voir, discuter, apporter tout simplement les engagements. Voilà où nous en sommes. J'ai trouvé vraiment des acteurs très engagés. C'est très impressionnant de voir cela. Les médias nous demandaient, mais comment se fait-il qu'il y ait une telle... Ça, c'est une des vraies questions. C'est la capacité à porter un projet, la capacité à lui donner du sens, et puis une envie de la part des salariés de sauver un outil industriel. Et c'est ça le sujet qui est posé. Donc j'aurais aimé revenir de ce tribunal avec une décision qui nous soit positive, avec peut-être la possibilité d'avoir un peu plus de temps pour construire cette offre définitive. Je le dis ici, hein, il y a clairement des banques locales qui ont dit leur volonté, peut-être là. C'est pas simplement des contacts. Pas simplement des contacts, il y a un vrai intérêt. Les porteurs du projet ont convaincu les acteurs industriels. Ils ont convaincu les banques. Mais il manque ce courrier qui dit la décision a été prise de mettre tant. Alors, ça nous donne encore beaucoup d'énergie pour cette semaine. Ça nous donne aussi, finalement, énormément de pression. Puis aussi une forme de frustration de se dire, mais finalement, pourquoi l'État ne nous a pas accompagnés plus tôt là-dessus? Pourquoi l'État n'a-t-il pas été, et quand je dis l'État, pourquoi le gouvernement n'a pas été au rendez-vous de la construction de cela? Voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça. Nous sommes dans une période qui est folle, avec un président américain qui décide en une nuit de décider des taxes sur tous les pays en brandissant un énorme tableau dans lequel je ne suis même pas sûr qu'il savait poser sur une carte où étaient ces pays, tout simplement pour dire comment il allait nous taxer, comment il allait. Et puis nous sommes là et nous avons une semaine dans un projet qui est finalement un avenir industriel. Voilà, et nous savons que ces produits qui sont fabriqués là, on en aura besoin dans ce pays demain. Et s'ils ne sont pas fabriqués ici, ils seront fabriqués en Chine, ils seront fabriqués aux États-Unis.
et nous les achèterons à ceux qui nous pillent, pour dire les choses très simplement. Voilà, je ne serai pas plus long, mais c'est effectivement particulièrement, comment dirais-je, je dirais il faut garder son sang-froid dans cette séquence. Rien n'est encore acté. Puis, on a eu des échanges un peu informels à la sortie, que je ne dévoilerai pas ici, évidemment, mais qui montrent que tant que les choses ne sont pas dites, elles sont encore là devant nous. Donc, ce que nous décidons ce soir, c'est effectivement un engagement modeste, mais il est là. Il pourra être avec d'autres demain. Et j'espère que finalement, ce délai-là sera de nature à bousculer tout le monde, de dire, bon, maintenant, c'est là. Il faut poser l'argent sur la table et avancer vers cela. Le débat est ouvert. Je laisse la parole, évidemment, à qui souhaite intervenir. Oui, Madame Solaire. Monsieur le maire, chers collègues, la plateforme chimique de Pont-de-Claix est un acteur économique et industriel majeur de notre territoire. Avec le redressement judiciaire de Vancorex, 420 emplois sont menacés et au-delà, c'est toute une filière stratégique qui est en danger. Nous ne pouvons pas laisser cette situation conduire à une friche industrielle de 120 hectares avec les conséquences sociales et environnementales que cela impliquerait. Nous tenons à saluer la proposition de la majorité d'engager la commune et également saluer l'engagement d'autres collectivités de l'agglomération. Nous pensons à Échirolles et Gières dans le projet de société coopérative d'intérêt collectif. Cette initiative portée par les salariés et des acteurs industriels est une opportunité pour préserver l'emploi, garantir notre souveraineté industrielle et accompagner la transition écologique de la filière chimique. Notre groupe, Agir ensemble pour Pont-de-Claix, soutient cette démarche et l'engagement financier de 50 000 € qui marque la volonté de la ville d'être un acteur de la relance. Nous devons être à la hauteur des enjeux pour assurer un avenir industriel durable à notre territoire. Merci beaucoup pour vos propos. La parole est à Patrick Durand. Oui, mais je partage tout ce qui a été dit, donc je n'ai pas de choses complémentaires, ni de déclarations prévues. Moi, ce que je note, c'est ce qui a été dit par monsieur le maire, c'est l'engagement d'une organisation syndicale qui a réussi rapidement à fédérer autour d'un projet, et c'est pareil, ça c'est y compris très important. Dommage, je le dis parce que je le pense, dommage que d'autres organisations qui étaient présentes au début du conflit ont lâché le morceau. Je pense, quand les salariés sont plus rassemblés, à mon avis, on est plus fort. Mais ça, c'est mon appréciation. Après, dans le projet qui est présenté, donc il parle de 273 salariés sur 301. Donc on a 136 salariés qui sont déjà partis. Et c'est simplement en termes d'information, les collègues de la plateforme nous ont dit qu'ils étaient soucieux aussi par rapport à ceux qui étaient partis sur la gestion de la plateforme, notamment l'ensemble de la sécurité. Donc je pense qu'il faut qu'on tienne les pieds au chaud sur ces questions-là, quelles que soient les évolutions, parce que il y a quelques impasses qui sont en train d'être faites et qui sont un peu préoccupantes. Bon, c'est indirectement sur le dossier, mais bon, voilà quelques éléments. Après, sur les soutiens des collectivités, moi je trouve que c'est hyper intéressant et ça montre que quand on peut rassembler sur des sujets aussi importants, on peut rassembler des sensibilités différentes et qu'on peut construire l'avenir. Ça donne du courage, même si la décision est dans 8 jours, ça me paraît important. Et dernier peut-être interrogation par rapport. Les collègues d'Échirolles, quand ils ont monté la délibération, étaient préoccupés si le projet capotait, si on s'engage dans la société coopérative d'intérêt collectif, est-ce que les collectivités seraient chargées des questions de dépollution? La lecture des textes, c'est une question c'est bien de la poser, mais on est protégé de cette question-là, mais bon, ça me paraît important. Mais après, bien sûr, on votera cette délibération parce qu'on a sollicité le cabinet du maire pour regarder, pour mandater le maire de Pont-de-Claix sur ces questions-là, parce que ça nous paraissait important que le conseil municipal soit
associés. Et bien sûr, on souhaite continuer à être associés, y compris dans la construction de la nouvelle société, si elle se met en place. Voilà quelques éléments complémentaires de réflexion. Merci. Pour ce qui relève de la responsabilité sur la pollution, bien sûr que non, les collectivités qui pourraient être adhérentes ou en tout cas actionnaires de la SIC ne seront pas engagées demain par rapport, je dirais, au passif et au fardeau de la dépollution, parce que c'est ce que j'ai dit au tribunal. J'ai dit, s'il n'y a pas de reprise globale, il y aura un fardeau d'une génération. C'est-à-dire qu'il y aura une génération à porter à la fois la dépollution qui est estimée à plus d'1 milliard, voire plus, demain, et nous savons tous très bien, et c'est ce que j'ai dit au tribunal, que c'est le contribuable national ou local qui le payera. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il existe des fonds friches financés par l'État. C'est pour ça aussi que la dépollution est payée par les collectivités quand ils aménagent des friches. C'est ça la réalité. Il suffit de le voir. Moi, ma grande préoccupation, c'est le fait que demain, et c'est le maire qui parle, c'est demain, s'il n'y a pas de gestion globale, ça va être un vrai problème. C'est 120 hectares. 120 hectares. Moi, j'ai exprimé aussi mon inquiétude sur les questions de mise en sécurité. J'ai interpellé la préfète sur une transmission de documents que je n'ai toujours pas. Je fais confiance aux fonctionnaires de la DREAL pour leur professionnalisme, mais c'est quand même préoccupant. Surtout quand il y a eu, dans les semaines précédentes, un certain nombre d'incidents sur la plateforme. Donc, nous n'avons plus de communication, d'ailleurs. Donc, la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'autre option qu'une reprise globale. Et vous avez bien compris que le sujet, c'est un sujet de temporalité. Vancorex estime qu'elle n'a pas les moyens de laisser 4 semaines supplémentaires puisqu'elle n'a pas l'argent supplémentaire pour faire. Alors, il y a un débat. Parce que Vancorex France, peut-être, n'a pas l'argent, mais il semblerait que Vancorex est, comment dire, devrait être rétribué par la société mère sur des factures que la Vancorex lui a demandé d'honorer. Donc là aussi, vous voyez, la discussion, tout simplement, est-ce que ça permettrait de gagner quelques semaines pour faire ? Le président de la République recevait aujourd'hui, je trouve que c'est toujours étonnant, le calendrier est toujours étonnant. Le président de la République recevait aujourd'hui à l'Élysée l'ensemble des filières industrielles qui vont être profondément bouleversées par l'action du président des États-Unis. Parmi cela, il y a la filière chimie. Donc voilà. Je suis ravi que la prise de conscience au plus haut sommet de l'État, elle arrive aujourd'hui, quoi. On parle de Vancorex depuis septembre. On parle de Vancorex depuis juin. On parle de Vancorex quasiment depuis plus d'1 an. Et on parle de Vancorex, mais je peux vous assurer que vous regardez tous les jours, je ne sais pas si parce que je suis tellement intéressé par les sujets de chimie, compte tenu du contexte, que je vois arriver sur mon fil d'actualité essentiellement des sujets qui relèvent de l'intelligence artificielle à ça quand même, je dirais, sa force quand je vois des entreprises dans le nord de la France, chimiques, qui sont en train là aussi d'être liquidées. En fait, la question, c'est va-t-il rester une industrie chimique française, en fait ? Arkema a dit qu'il fermait une partie de Jarry, sans aucune autre forme de procès. Et là, vous n'avez pas sur Arkema la moindre difficulté financière de la société Arkema. Je vous invite à écouter l'excellente interview du PDG d'Arkema, M. Le Henaf, à Boursorama, qui n'est pas un média que j'ai plutôt l'habitude d'écouter avec attention, dans lequel il dit que sa société va très bien,
qu'il a un EBITDA extraordinaire. Moi, je ne sais pas ce qu'est l'EBITDA. Maintenant, j'ai compris que c'était quand même ce qui caractérisait finalement la santé financière de l'entreprise, mais que pour autant, on ferme une usine. On est en train de s'imaginer, tout ceci est quand même assez, je le dis, stupéfiant. Hein. Je vous livre pour un maire d'une commune de 10 000 habitants, 11 000 habitants, quand on nous dit, c'est pas si grave si le sel pour les missiles M51 ne sera plus produit en France, mais sera produit en Allemagne, alors qu'on sait qu'il y a un problème d'alimentation. On nous dit, mais non, vous inquiétez pas, on trouvera des solutions dans 3 ans. Alors qu'on parle d'efforts de guerre aujourd'hui. Le chef de l'État lui-même, il y a 15 jours, sur une base militaire, tel Top Gun dans un film, montrait tout simplement qu'encore une fois, on allait développer la dissuasion nucléaire. C'est sans doute utile, moi je ne suis pas spécialiste de ça, mais enfin, pour tirer les missiles, il faut partir du sel. C'est la vie. Et le sel, il est fait là. Il est purifié ici, là, juste là à côté, et ensuite à Jarry. Donc on a, comment dirais-je, une mauvaise histoire, ou une histoire qui est partie finalement, qui n'est pas racontée de la bonne façon, en fait, depuis le début. On parle de souveraineté, on nous dit non, mais vous inquiétez pas, on a trouvé une société polonaise pour faire ça. Bon, je ne savais pas que moi, on vivait dans un climat de paix, de stabilité, qu'une société polonaise équivalait à un État. Bref, moi je me pose des questions plutôt de citoyen, quoi. Et puis, on a l'impression que finalement, on a un État qui... En fait, il y a 2 options. Soit vous trouvez des solutions pour limiter l'effet domino. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Donc, ils ont mis du sparadrap, en pensant, mais qui se décollait plutôt, d'ailleurs. Alors, ils ont essayé d'en remettre 2 morceaux. Plutôt que dire, en fait, le seul problème, c'est Vancorex, en fait. Sauver Vancorex, ça sauve tout le reste, en fait. Et je sais pas, mais comment faut-il expliquer cela pour que ça soit finalement bien compris, en fait, finalement si simple. Et la SIC, c'est ça. C'est sauver Vancorex et lui donner un avenir. Donc, voilà. Derrière cette délibération, envoyons bien sûr les 50 000 €, le message politique, mais envoyons aussi toute la force du poids de chacune et de chacun d'entre nous vis-à-vis des porteurs de projets. Et je partage ce que dit Patrick Durand. Moi, je suis vraiment admiratif des syndicalistes de la CGT, Séverine Dejoux, Denis Carré et d'autres qui ont fait un boulot extraordinaire. Franchement, c'est bluffant, quoi. Ils ne sont pas spécialistes, ce ne sont pas des chefs d'entreprise, ce sont des salariés, des syndicalistes. Ils ont trouvé des chefs d'entreprise, ils ont parlé le même langage, ils ont trouvé les solutions. Ils ont produit un projet de territoire. Et il ne faut pas que, finalement, une semaine dans une histoire de cette puissance-là puisse être de nature, tout simplement, à considérer que tout ceci tombe. Comme nous ne devons rien envisager, mais nous battre de chaque instant, gardons cette énergie et cette foi-là. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole à ce stade? Et sinon, je mettrai aux voix. Et évidemment, nous envoyons ce message, encore une fois, fort, puissant et motivé de la ville de Pont-de-Claix. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté à l'unanimité, merci. Nous avons à la fin le compte-rendu des décisions du maire prises depuis la dernière séance. Est-ce que ça rappelle des observations? Non. Il n'y a pas d'autres points divers, il n'y a pas de questions orales, il n'y a pas de vœux. Donc je vous propose de clore la séance. Merci infiniment. Excellente soirée.